Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer sans tarder. Simplement pour vous souhaiter la bienvenue, parce qu'il y a toujours des personnes extérieures aussi à l'école, donc je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui sont de l'école, vous êtes chez vous, donc voilà. Et bienvenue à nos invités pour cette conférence, enfin table ronde puis conférence, puisque ça sera un déroulement en 2 temps. Simplement, en introduction, je voulais rappeler en quelques mots l'origine un peu de ce projet. Alors, ça a tiré de plusieurs côtés. Il y avait Jérôme qui me disait quand même, ça serait bien qu'on aille travailler en Corse, qui était à ce moment-là architecte conseil là-bas en Corse, avec la DRAC aussi, Noélie, et puis le DRAC à l'époque, qui était aussi très intéressé pour qu'il puisse y avoir des échanges avec l'école. Alors, pourquoi ces échanges ? L'intérêt, il était double. Pour les étudiants, il est évident, mais je pense que les étudiants qui sont revenus, puisqu'on a des étudiants qui sont revenus, qui avaient participé à cet atelier, pourront en témoigner. En tout cas, pour les étudiants, l'intérêt, c'est toujours, à travers ces partenariats, de pouvoir confronter l'enseignement du projet à la réalité d'un territoire, bien sûr, mais aussi à la réalité des acteurs et des attentes qui peuvent exister sur un territoire et sur un sujet particulier dans un territoire donné. Et puis pour le territoire, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient impliqués dans ce projet, puisqu'il y avait la SPLA, il y avait la Maison de l'Architecture, la DRAC évidemment, et puis les 2 collectivités de Calvi et d'Ajaccio qui étaient aussi très en attente de ce que pouvaient finalement produire plein de futurs jeunes architectes qui produisent énormément à la fois de connaissances, d'expérimentation, d'expérimentation de projets sur des objets qui sont difficiles. Les citadelles, c'est vraiment des objets compliqués, hérités, qui sont à la fois en pleine ville, mais en même temps, par leur configuration architecturale, tournent le dos à la ville. Et comment est-ce que ces grands objets vides, on les intègre dans un projet de territoire et dans un projet de ville. Donc il y avait ce questionnement-là de la part de la collectivité et finalement une convergence d'intérêts à la fois pour les étudiants, pour les équipes enseignantes et puis pour les acteurs du territoire en Corse, à voir se rassembler et travailler ensemble toutes ces personnes-là. Donc vous allez avoir du coup cette table ronde qui présente un peu cette démarche et ce qui a pu naître de tous ces travaux. Et puis ensuite, on aura donc l'agence Orma qui viendra présenter plus spécifiquement son travail en Corse, voilà, son travail d'architecte en Corse. Donc je remercie évidemment donc, nos 2 enseignants, Frédéric Bresse, Jérôme Apac, qui ont été à la manœuvre sur ces 2 années de partenariat 2021-2023. Je remercie Michèle Barbet, donc présidente de la Maison de l'Architecture en Corse. Alors François Tramoni et Jean-Mathieu Lipowski n'ont pas pu venir, mais donc l'agence Orma est représentée par Michel de Rocacera, pardon, excuse-moi. Donc pour l'agence Orma. Et puis Fanny Chopard, Nathan Paris, qui sont tous les 2 des anciens étudiants de l'école. Donc, j'ai cru comprendre que tu étais un HMO, c'est ça et toi, je ne sais pas si... Moi, je suis salarié pour le moment, voilà. Et donc, qui ont eu la chance de participer à cet atelier-là, donc en Corse. Voilà, donc je passe la parole... Noélie, je l'ai dit ? Non, j'ai oublié Noélie. Et Noélie, donc, pardon... Noélie qui était tout à fait à l'origine du projet, je me souviens de nos premiers coups de fil et communications à ce sujet. Donc Noélie Urso Mégimbir, donc qui est ancienne conseillère pour l'architecture à la DRAC et qui maintenant est revenue après un petit passage dans le sud-ouest à l'unité départementale d'architecture du patrimoine des Bouches-du-Rhône en tant qu'architecte des bâtiments de France. Donc voilà, plein de métiers aussi, maison de l'architecture, praticien, salarié, architecte conseil de l'État, plein de pratiques différentes autour d'un même projet. Et je pense que les échanges vont montrer à quel point tout ça est enrichissant pour tout le monde. Merci. Merci Hélène. Alors moi je vais d'abord je vais continuer un peu les remerciements quand même parce que je voudrais aussi te remercier Hélène et puis plus généralement remercier l'école et tout le staff aussi administratif qui a pu nous accompagner sur cette aventure. Évidemment la DRAC de Corse, alors normalement Alizée Blondolo qui est l'ABF en poste aurait dû être là, mais elle n'a pas pu. Mais donc, je tenais aussi à les remercier parce que c'est un partenariat
entre la DRAC et l'école d'architecture. Mais surtout aussi, je voudrais remercier quelqu'un qui est très important, qui a été très important pour nous, c'est Michel Barbet. Je dis toujours que c'est la présidente de la extrêmement dynamique maison de l'architecture de Corse. J'avoue que moi, quand je suis arrivé en Corse, j'ai été bluffé par tout ce que tu arrivais à faire voilà, avec très peu de moyens. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc déjà, un grand merci aux acteurs du partenariat. Il y a eu aussi d'autres participants, alors tu l'as un peu dit, mais il faut quand même aussi remercier les collectivités qui ont bien voulu jouer le jeu. Alors Ajaccio et Calvi, alors moi il se trouve que j'étais en Corse il n'y a pas très longtemps, le bouquin était tout frais et je suis allé à l'inauguration de l'ouverture des douves, j'étais avec Michel et on a glissé un exemplaire de la publication au maire d'Ajaccio, mais qui était ravi. Voilà, donc ça. Donc on continue, voilà, on va faire ça, puisque effectivement cet ouvrage va être aussi, dont on va parler tout à l'heure, va être aussi présenté au JNA, c'est le 18 octobre à Ajaccio. Il y a aussi des gens qui ont été des acteurs indirectement très importants, notamment à Ajaccio. Je pense à Sophie Boyer de la Giraudet, qui était à l'époque directrice de la SPL à Matera, qui gère entre autres projet la reconversion de la citadelle, et c'est vrai que ça a été quelqu'un qui a vraiment facilité la tâche. Et puis des gens comme le CAUE, bien sûr, il y a le CAUE de Corse qui est venu nous rendre visite, la DDT par l'intermédiaire de notre camarade Thierry Van de Wingart, qui est architecte conseil en DDT, mais aussi tous ceux qui sont venus nous voir pendant les workshops qu'on a pu faire en Corse. Vous avez toute une série d'images qui défilent, qui va tourner pendant qu'on parle. On a eu deux, moi j'appelais ça les grands témoins, mais c'était des experts, on va dire, en la matière. On a eu quand même Philippe Prost, qui est Grand Prix d'architecture, qui est venu à Ajaccio. On a eu Laetitia Morand de l'agence Pierre-Antoine Gatier à CMH, qui est venue sur Calvi. Pierre-Jean Trabon également, à CMH sur Calvi. Et puis, on a eu justement des jeunes agences corses qui sont venues nous voir, avec une petite spécificité quand même, parce qu'il se trouve que, comme j'étais... ça fait longtemps quand même que je suis enseignant ici, enfin, que je ne sais plus, mais j'ai été enseignant pendant longtemps ici, et il se trouve qu'on a vu passer à l'école des étudiants qui étaient vraiment très très bien, et j'ai eu la chance de les retrouver en Corse. Et c'est des gens extrêmement brillants. Alors, évidemment, Orma, qu'on accueille ce soir, vous avez été parrain de la promo il y a 2 ans, je crois, des PFE, mais il y a 2 ans, l'année dernière, je ne sais plus. Ouais. Et, mais par contre, je crois que vous n'avez jamais fait de conférence. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'était l'occasion de vous faire venir. Il y a eu aussi CGZ, qui sont aussi d'anciens étudiants de l'école d'architecture, et Buzo Spinelli aussi, qui sont venus nous voir, qui sont aussi d'anciens étudiants de cette école d'architecture. Donc voilà, c'était très intéressant parce qu'on a bouclé un petit peu la boucle de cette façon-là, et vous avez donc pu apporter votre regard sur les travaux des étudiants qui étaient en Corse. Donc on accueille aussi quand même ces 2 étudiants, donc tu les as présentés, Hélène. Donc Fanny qui était sur Ajaccio et Nathan qui était sur Calvi. Donc on tenait quand même à avoir aussi ici des étudiants, parce que je crois que vous êtes les premiers quand même concernés par ce dispositif. Et donc moi je serais ravi de vous donner la parole pour avoir aussi votre ressenti. Alors toi Fanny, tu l'as un peu déjà dit, parce que tu étais venue en Corse à Ajaccio présenter ton PFE. Voilà. Donc pour vous dire qu'il y a eu des échanges quand même après qui se sont faits. Voilà. Alors moi après je passerai le micro à Frédéric pour la partie la valeur pédagogique de ce travail, mais juste avant, 2-3 petites choses. Alors d'abord, Hélène, tu as dit que j'étais architecte conseil de l'État. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, ce job-là, cette pratique-là de l'architecture. Donc en fait, c'est un concours qu'on passe, et après, si on le réussit, on est affecté dans un service de l'État, que ce soit une DDT, une DRAC ou une DREAL. Il y a quelques architectes qui sont en DREAL.
Et en fait, nous, notre rôle, c'est d'être... Bon, je vais un peu le dire d'une manière générale pour pas trop perdre tout le monde. C'est de porter ou d'adapter les politiques, enfin les politiques, on va dire, je vais me lire. Les politiques publiques, voilà, en matière d'urbanisme, d'architecture et puis de paysage, parce qu'il y a aussi des paysagistes conseils de l'État, sur les territoires, donc à travers les services de l'État. Et puis on est là aussi quand même pour créer de la transversalité, et je crois que ça a été le mot qui nous a tout de suite mis d'accord avec Noélie, parce que donc, quand j'ai été affecté en DRAC de Corse, donc on ne se connaissait pas du tout avec Noélie, et puis tout de suite on a compris que tous les deux on avait un regard un peu transversal sur les choses et qu'on n'était pas cloisonné juste la DRAC, etc. Parce que vous savez, les services de l'État fonctionnent quand même beaucoup en silo, avec très peu d'échanges entre eux, donc on essaie de favoriser ça. Et donc on s'est retrouvés autour d'une table un jour à regarder cette citadelle d'Ajaccio qui avait déjà des dossiers en cours à la DRAC, puisqu'il y avait des modifications sur les remparts, etc. Enfin, donc il y avait des choses en cours. On s'est un peu posé la question de comment on pouvait finalement apporter notre pierre à l'édifice, notamment la ville d'Ajaccio qui ne savait pas trop comment prendre ce gros bébé, en sachant que le problème de ces citadelles, c'était que c'était souvent des lieux qui appartenaient à l'armée, en fait, hein, et donc qui étaient vendus, sauf que les premiers racheteurs, c'était plutôt des privés, donc les premiers projets qui sont sortis pour la citadelle, c'était plutôt des hôtels de luxe, des trucs voilà, qui étaient un peu élitistes. Alors que plutôt l'ambition c'était d'essayer plutôt de restituer ces lieux-là aux habitants de la ville. Là je parle bien d'Ajaccio, puisque Calvi c'était un petit peu différent. Ajaccio c'était vraiment une terra incognita, c'est-à-dire que c'était vraiment fermé par rapport à la ville. Donc tout l'enjeu c'était de réouvrir. Et Calvi c'est un peu différent parce que c'est une citadelle qui est déjà une ville, un petit morceau de ville, donc avec des habitants, etc. Mais là, Calvi, c'était un peu différent. C'était l'été, il y a je ne sais plus combien d'habitants dans la ville, et puis l'hiver, dans la citadelle, il n'y a pas grand monde. Donc c'était comment essayer de faire revivre un peu ce lieu-là. Et donc l'origine de ce projet, c'est ça, hein, c'est un peu autour d'une table, une discussion, et puis comme j'ai une casquette d'enseignant aussi, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas intervenir des étudiants par facilité, on va dire, et parce qu'aussi, forcément, je connaissais Frédéric. Tout de suite, je l'ai contacté parce que comme il fait partie du domaine d'études préexistence, c'était super intéressant par rapport à la thématique. Et Frédéric a répondu immédiatement favorablement. Et donc, c'est un truc qui s'est monté rapidement à 3, et avec l'aide de Michel, surtout, qui nous a bien servi sur toutes justement les relations après avec le territoire, etc. aussi, pour faciliter les contacts, et voilà. Donc ça, c'était la genèse plus précise du projet. Alors maintenant, je vais passer un peu le micro, et notamment, je vais peut-être commencer par Noélie, puis après par toi, Michel. Noélie, peut-être ton point de vue, toi, justement, ABF et services de l'État. Et Michel, après, moi, j'aimerais bien que tu nous dises, parce que tu vas nous raconter aussi ce que tu fais quand même, j'aimerais bien que tu nous dises aussi l'intérêt territorial d'une telle démarche, finalement, de venir faire travailler des étudiants sur un territoire, puisque tu fais ça par ailleurs. Voilà, donc d'abord, Noélie. Bonsoir à tous. Effectivement, on a trouvé un intérêt à agir en fait sur le fait de faire travailler les étudiants sur ces thématiques, parce que la ville effectivement était partie sur des projets déjà très ambitieux, mais qui n'étaient absolument pas orientés sur la philosophie de la citadelle et ce qu'elle pouvait comporter. Donc on a aussi trouvé ce moyen pour changer de paradigme et changer la vision des élus sur le projet qu'ils devaient mener sur cette citadelle. Donc au-delà du diagnostic et de la réflexion sur tout cet ensemble et sur le site, il fallait aussi apporter une certaine sensibilité, un autre regard. Et je pense que le regard des étudiants, qui est beaucoup plus innocent que des maîtrises d'œuvre qui sont déjà en place,
a permis aux élus d'avoir aussi un certain déclic et un autre regard sur une autre lecture, en tous les cas, de leur patrimoine. Donc c'était très intéressant à ce niveau-là. Après, on a tous eu un intérêt à agir dans ce même sens et avec cette même synergie, parce que c'est vrai que nous, en tant que service de l'État, des fois, on se sent un peu cloisonné. Et je pense que cette interaction entre tous les services et toutes les institutions qui sont venues mettre une belle énergie, je pense, dans ce projet, ça nous a tous servi, et je pense qu'il faut qu'on continue à multiplier ce type de dispositif. C'est très important. Et je pense que ça enrichit tout le monde et à tous les niveaux. Voilà, après, s'il reste des questions. Oui, alors, moi, c'était mon premier contact avec ce qu'on appelle un atelier hors les murs. Et aussi de voir comment cette transversalité pouvait prendre sens et exister. Alors, la maison de l'architecture, c'est quoi? Vous en avez une en PACA. C'est souvent c'est confondu avec l'ordre des architectes. Ça n'a pas du tout le même rôle. Moi-même, je suis architecte. J'ai exercé pendant plus de 30 ans et en Corse et sur le continent. Et donc, effectivement, j'ai traversé un certain nombre de problèmes que vous trouverez peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, je pense que vous en trouverez sur votre route, malheureusement. Et la maison de l'architecture, il en existe 33 en France et dans les dom-toms, enfin en France continentale et dans les dom-toms. Et leur rôle, c'est de sensibiliser tous les publics à l'architecture. Ce qui n'est pas le cas de l'ordre, qui est finalement un rôle régalien et de contrôle puisque vous êtes dans une, comment on appelle ça, une délégation, non, c'est ça, enfin bref, vous êtes, puisque le recours à l'architecte est obligatoire en France, il faut que ça soit contrôlé. Et c'est donc contrôlé par le Conseil de l'ordre, qui a la tutelle du ministère de la Culture. Enfin, c'est peut-être des choses qui ne sont pas encore pour vous claires. Mais sensibiliser tous les publics à l'architecture, pour moi, c'est que chacun comprenne que là où il vit, ça le concerne. Et ça, c'est pas gagné. Parce que je suis au Conseil économique et social, c'est-à-dire la représentation de la société civile en Corse. Et les gens me disent, mais c'est quoi l'architecture? Et puis nous, on n'y connaît rien. Alors, je ne sais pas si vous rencontrez ça dans votre quotidien. En tout cas, je vois quand même la difficulté pour les architectes de faire comprendre que la qualité de leur projet, je pense que vous le rencontrez aussi. Et puis surtout, quand on calcule les honoraires, c'est toujours trop cher. Donc si c'était la plus-value que vous donnez au lieu où on habite, elle n'a pas de prix. Donc aujourd'hui, on est dans un monde en pleine mutation. Le Conseil de l'ordre national dit le projet est la solution. Oui, le projet est la solution. Mais comment c'est la solution? Et là, par ce biais d'atelier hors les murs, on montre comment une réponse peut être multiple, puisqu'effectivement, il y avait je ne sais pas combien de projets, dans un temps très restreint. Et surtout aussi que le monde de demain dont on parle, le temps, on parle beaucoup aujourd'hui des échéances 2030, 2050, 2100. Eh bien, je pense que vous serez encore là. Enfin, je l'espère. En tout cas, souvent, les personnes qui travaillent aujourd'hui, bureaux d'études, etc., finalement, ils seront peut-être plus là. Donc, je crois que votre réflexion, elle fasse partie aujourd'hui des réflexions des lieux, du cadre de vie, de la construction du cadre de vie, dans ce monde qui est en pleine mutation. Je pense que c'est hyper important de vous associer. Alors c'était le premier avec Noélie, et puis d'autres ont suivi. En Corse, l'école de Nantes m'a sollicité. Je connaissais un des enseignants qui était un ancien président de Maison de l'Architecture. Et du coup, on a fait... on vient d'en finir le 3e. C'était les petites villes, dans le cadre de Petites Villes de demain, donc dans les villes littorales, on a fait ça.
Après, on a fait ça dans Avenir Montagne avec le tourisme en Castaniche-Casing en Corse. Donc voilà, c'était assez compliqué, mais il y a eu des très très beaux projets qui montrent comment ces projets, il ne s'agit pas d'intervenir parce qu'on a une parcelle, enfin, où, tiens, on ferait bien une école, on la mettrait peut-être là, loin de tout, loin de communication, enfin, on connaît ça au quotidien, nous. Mais comment on fait un plan guide, je pense que vous devez en faire, et comment on donne de la cohérence à tout ça, et dans un temps très, très restreint. C'est-à-dire que moi, par exemple, les étudiants que j'ai avec Nantes, ils arrivent, et c'était le cas nous aussi, ils arrivent au mois de mars, et au mois de juin, c'est leur diplôme. Et nous, on revient, comme vous l'avez fait, mais seulement avec 2. Nous, on revient en Corse avec, là, on vient de revenir, c'était la semaine dernière, tous les étudiants. C'était le périurbain. Comment le périurbain peut se raccrocher zone rurale d'origine, etc. Voilà. C'est très riche comme démarche, à mon avis, et très transversale, parce que les élus sont bluffés, tout d'un coup, par ce que peut produire des étudiants, et produire avec du concret, parce que quand on donne des études, ça reste littéraire. Et là, d'écrire un projet, c'est pas faire le projet. Voilà. Je pense que tu peux prendre la retour. Oui, je vais te donner le micro. Non, je vais te donner celui-là. Ah, ouais, ok. Non, tu as parfaitement raison, mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est le fait que dès qu'on va voir des élus, etc., dans un contexte qui n'est pas un contexte opérationnel direct, ça devient tout de suite beaucoup plus ouvert, parce que voilà, c'est un peu décomplexé. Les étudiants arrivent avec leurs idées, qui sont souvent assez pertinentes quand même, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'ils ont été souvent bluffés. Elles ne sont pas toutes justement opérationnelles, mais c'est pas le but de toute façon, puisque nous on ne fait pas de la maîtrise d'œuvre, donc voilà. Et donc c'est vrai que tu as eu raison de le rappeler, parce que ce contexte-là est intéressant en tout cas. Juste, je voudrais rajouter, c'est que aujourd'hui, le projet d'architecture s'intègre dans des documents d'urbanisme, et que la réglementation, elle devient de plus en plus contrainte, et que moi je suis plutôt favorable à ce qu'on appelle l'urbanisme de projet, qui est d'abord un projet qui a une certaine cohérence, plusieurs projets dans un temps à définir, etc. C'est-à-dire que dans l'atelier Les Murs, dans tout ce que vous avez fait, c'est des choses qui peuvent s'étaler. La construction, ça sera sur 10, 15, 20 ans. Mais en fait, il y a une cohérence des choses ensemble, il y a des idées. Et je pense que plutôt que de travailler, ça se fait dans d'autres régions, comment dire, sur la France continentale, l'urbanisme de projet, et ça se fait beaucoup en Belgique, par exemple, où finalement les documents d'urbanisme, c'est 3 pages. Mais après, avec le projet et sa cohérence et sa plus-value, etc., on peut faire un règlement qui suit derrière le projet. Je ne sais pas ce que dirait l'architecte. Je vais prendre le micro. Donc l'intérêt pour une école de fabriquer ces partenariats, c'est avant tout pour nous enseignants l'opportunité de confronter des étudiants à des situations de terrain. Alors en fait, quand on vise ces premières intentions pédagogiques, en fait, comme préalable à l'exercice de projet, dès que l'occasion est là, eh bien, en fait, on saute dessus pour bénéficier justement de cette expertise de terrain et amener une valeur ajoutée à notre pédagogie et ne pas attendre le temps du diplôme pour confronter des étudiants à des problématiques territoriales. Ça, c'est l'ambition de beaucoup de domaines d'études à l'école. De plus en plus, nos enseignements sont tournés sur cette relation en fait, à des situations, des problématiques de terrain. L'autre intérêt aussi, et la particularité de ce que nous avons tissé en Corse, était de nous offrir en quelque sorte l'opportunité d'arpenter les sites dans leurs interstices, c'est-à-dire d'arpenter une citadelle qui est restée fermée à la population pendant 350 ans.
de fouiller les dessous de ces citadelles, d'analyser des typologies de maçonnerie, de gratter, de fouiller un peu comme pourrait le faire un archéologue. Il n'y a pas plus pédagogique pour un groupe d'étudiants que de se confronter à ces réalités de terrain pour raconter de nouvelles histoires. Donc, bon, on est friand de ça. Et donc, ce petit rituel, en fait, qui est un préalable à l'exercice de projet, bien évidemment, on le défriche en atelier à Marseille, avant même de visiter ces grands sites. Et ce défrichage, en fait, se fait avec l'appui de ressources locales, et notamment l'expertise de Noélie, qui a mis à disposition l'ensemble du fonds documentaire qui était dédié à ces objets. Donc, en fait, on met le nez dans des archives, on profite d'abord de cette expertise de terrain faite par des professionnels, et pour nous, en fait, c'est un petit peu une manne divine que de composer avec cette connaissance approfondie du lieu. Et alors ensuite, eh bien, en fait, on raconte nos histoires. Alors on raconte nos histoires de jeunes architectes confrontés à des situations concrètes. Et ces histoires, on les raconte en partant du principe que, avant tout, on est censé fabriquer des mondes plutôt désirables. Et ce désir émane d'abord d'une analyse fine de terrain en rencontrant des habitants. Donc ça, on ne l'a pas dans les archives, mais par contre, on croise des habitants, on dialogue avec eux, et puis ensuite, bien évidemment, on se confronte à des problématiques politiques qui sont des situations que nous défrichons également, et qui sont liées, bien évidemment, au concentré que nous offre le territoire corse, hein, de ses plus hautes altitudes jusqu'à son trait de côte, avec cette dimension littorale qui prend le dessus, notamment en période estivale. Donc tout ça entremêlé nous permet en quelque sorte d'afficher des histoires, des fictions autour de la transformation de ces sites. Et donc les citadelles, pendant 2 ans, sont devenues notre laboratoire expérimental au sein de l'école de Marseille qu'on a partagé avec les étudiants. Alors pourquoi on fait ça aussi? Parce que peut-être que l'avenir des jeunes architectes sera très probablement consolidé avec un exercice qui prend véritablement en compte ce qui préexiste déjà, parce que c'est vrai que la prolifération de la ville sur des espaces naturels est voué à être abandonné, hein, même si quand même nos populations grandissent. Hein, donc c'est quand même des questions politiques que l'on enclenche en profitant de ces opportunités-là aussi. C'est aussi croire que en fait, ce futur est véritablement en puissance dans ce qui préexiste. Se dire que globalement, aujourd'hui, on est tous en mesure de vivre serrés les uns contre les autres en ville. Se dire aussi que... pardon. C'est aussi faire la preuve que l'avenir en fait de nos territoires, ben, il est là, il pousse, hein, il est sous nos pieds, il s'érige, il est devant nous, et ben, autant faire avec, autant le lire, autant l'étudier à l'école pour faire preuve en quelque sorte qu'il existe. Faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. Parce qu'en fait, souvent, ces terrains en friche sont des terrains oubliés. Et ces terrains en friche, aujourd'hui, par exemple, à Marseille, on a une densité de logements inhabités colossale. Pour autant, on a encore énormément de gens qui vivent dans la rue. Bon, c'est tous ces paradoxes, en fait, que l'on explore en travaillant avec les étudiants sur ces gros objets. On y travaille aussi avec cette notion un peu d'inachèvement. C'est intéressant de se dire que globalement, l'exploration que nous faisons, en fait, est une thématique, mais elle est toujours inachevée. Se dire que ce que nous réfléchissons sur ces sites-là, en fait, eh bien, a une part, en quelque sorte, d'inachèvement.
Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut donner la parole à nos étudiants pour que justement ils puissent essayer de transposer tout ce qu'on essaie de raconter à l'école dans l'ensemble de nos ateliers. Et je voulais juste aussi, pour compléter un petit peu le propos introductif, dire qu'en fait, moi, j'étais pas tout seul en fait dans cette histoire. Notre enseignement, en fait, il s'est construit avec une pluralité de compétences. Nous étions accompagnés d'ingénieurs, architectes, Marcus Müller, Jean-Christophe Grosso, Jean-Baptiste Emery, enseignant, Carrie Gonzalez, qui est plasticienne. Nous étions une sacrée équipe d'enseignants. Et au début, nous étions énormément d'étudiants, parce qu'en fait, la première année a activé 2-3 studios avec une soixantaine d'étudiants. Et donc, en fait, beaucoup d'expériences et de fiction apparaissent dans ce petit livre-là qui raconte ces histoires successives. Et vous, en tant qu'étudiant, comment vous percevez, en fait, en quelque sorte, cette approche vis-à-vis d'un objet préexistant majeur, et comment ce travail-là, en fait, quelque part, orienterait votre profil, ou en tout cas votre expérience professionnelle à venir? Déjà, c'était l'opportunité de découvrir un nouveau territoire pour certains étudiants. Et c'était aussi l'opportunité, du coup, de faire école hors les murs. Et donc après un mois et demi à peu près d'analyse ex situ, de faire une analyse in situ, où on a pu rencontrer donc, les habitants qui nous ont exposé les différentes problématiques, les élus, on a eu des conférences d'agences corse ou d'agences qui sont intervenues en Corse. Donc c'était super intéressant. Et voilà, et après on est passé dans un second temps, après la formulation des projets, à travers donc, du coup, les différentes problématiques qui étaient sorties. Puis monter une exposition qui avait, déjà, qui nous avait permis de voir comment ça se montait, comment mettre en place la scénographie et tout ce qui en découle. Et aussi de voir la relation qu'avaient les habitants à ces différents projets. Ils étaient particulièrement enthousiastes de voir les possibilités de ce qu'on pouvait faire sur cette citadelle. Et voilà, mais je pense qu'en tant qu'étudiant et dans des perspectives futures, c'est ça, c'était ce rapport justement aux habitants et comprendre les vraies problématiques et sans oublier cette case dans la conception du projet. Voilà. Moi, c'était la première année du coup des citadelles, donc c'était à Ajaccio. Et je pense que nous, ce que ça nous a appris, c'était un peu de sortir d'un territoire qu'on connaissait, donc de Martial, sur lequel on a travaillé énormément d'années. Et puis là, on arrivait en territoire, on va dire, inconnu pour la plupart. Une nouvelle culture, une nouvelle manière de vivre, de voir le soleil ou quoi que ce soit, le climat. Et là, on arrivait dans ce nouveau territoire et on devait en quelque sorte se l'approprier avec notre œil complètement naïf et innocent, comme ça a été dit. Et pour nous, c'était une manière un peu d'apporter un nouveau récit à un objet patrimonial qui existait depuis de nombreuses années et qui avait été fermé à tout public, à toute perception des habitants. Et là, on devait un peu jongler avec l'inconnu, les volontés des habitants et nous, notre volonté de se l'approprier nous. Donc c'était la manière de créer un récit qui dialoguait avec le déjà là. Et c'était très constructif parce que, pour ceux qui étaient dans nos studios, on est resté du coup 1 an à travailler sur la citadelle et on a terminé notre PFE dessus, sur la citadelle d'Ajaccio. Donc dans un premier temps, c'était la découverte du lieu, la découverte de cette masse complètement fermée. Et c'était hors d'échelle pour nous. On devait d'abord travailler à l'échelle du territoire de la Corse, et puis ensuite après se recentrer sur la ville d'Ajaccio, les habitants, les différents intervenants, les élus, et puis d'un coup se recentrer sur une masse qui était à l'échelle d'un village limite. Donc c'était assez effrayant à l'époque. Et puis, au fur et à mesure, on se l'appropriait et on a eu la chance sur place de rester 1 semaine
Donc là, on pouvait aller de partout. On avait les clés pour aller n'importe où personne ne pouvait aller avant, peut-être. Et puis, on a eu la chance d'avoir différents intervenants, comme je pense à Philippe Prost, qui a fait une étude monumentale sur ce lieu et qui nous a fait une visite guidée, qui nous a fait comprendre en fait la manière dont se construit un tel monument et nous fait comprendre comment on peut se l'approprier et comment on peut s'amuser avec. Parce que, comme le disait Madame Barbet, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de règles qui nous conditionnent et qui nous empêchent un peu de vivre nos rêves en tant qu'architectes et de nous amuser. Là, c'était l'occasion pour les élus, pour la DRAC, pour tout le monde, de montrer qu'on peut s'amuser un temps et ça peut nous inspirer pour des projets futurs avec la Citadelle. Donc je pense que ce projet aujourd'hui, en tant que jeune architecte, ça nous permet de voir qu'on a pu s'amuser un temps, qu'on peut essayer de s'amuser au futur sur des éléments patrimoniaux et qu'il faut qu'on garde cette envie et cette joie dans l'architecture sans être tout le temps à suivre les règles. On peut les déroger, on peut y arriver. Et la Citadelle et l'atelier hors les murs, c'était une première approche assez naïve et aujourd'hui on essaye de travailler de la même manière mais plus construite. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire, parce que ce que je trouve, je reviens sur ce mot transversal dont on a parlé au démarrage, c'est cette transversalité de votre jeunesse qui finalement résout des problèmes dans le déjà là, puisqu'on sait que vous allez effectivement plus construire dans le déjà là que faire des objets, comme ça a été un moment fait à périphérie de ville, etc. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton avis qu'on va tous vivre en ville, parce qu'effectivement, les zones rurales ont été désertées à une époque, tout le monde a eu envie de vivre en ville, et je trouve qu'il y a un retour. Le rural, c'est là où il y a 80% de nos ressources. Effectivement, les ressources, la matière, l'agriculture, etc. Et je pense qu'il y a énormément de bâti dans le rural. En tout cas, moi, j'ai un petit peu exploré ça. Et que finalement, avec les nouvelles technologies, il y a des personnes qui préfèrent vivre pas forcément en ville, dans un lieu contraint. Et bien sûr qu'il y a un rapport à la ville qui s'opère, mais d'une autre manière qu'elle se faisait. Voilà. Cette transversalité, la rencontre avec les habitants, juste une chose, parce que moi, quand j'étais architecte, je n'avais pas du tout envie de rencontrer les habitants. Je suis architecte, c'est moi qui l'ai su avoir, et je fais ça, et je pense que c'est bien. Aujourd'hui, je ne pense plus du tout la même chose, déjà. Et puis, je pense que notre rôle social, on parle souvent du rôle social de l'architecte, c'est finalement de donner... peut-être pas le bonheur aux gens, mais en tout cas un confort de vie. Et nos projets sont là pour ça, et de leur faire comprendre que grâce à ces projets-là, ils vont vivre mieux. Oui, merci Michel. Alors, juste aussi quand même pour dire que quand même ces travaux-là ont été... Enfin, certains travaux ont reçu des prix quand même, parce que Michel, la super active, organise aussi... Ouais, mais je voudrais te dire que tu organises aussi le palmarès régional d'architecture de Corse, tu vois, entre autres. Et il se trouve que cette année, donc la dernière édition, Michel a voulu créer une catégorie... oui, non, je sais, mais c'est pour ça que je le précise, parce que c'est en continuité avec ce que tu dis. C'est une catégorie qui s'appelle Nouvelle manière de faire. Alors, bon, dit comme ça, on ne sait pas trop ce qui va dedans, etc. Mais en même temps, il fallait le tenter pour essayer de voir ce qui nous revenait, en fait. Et ça a été très intéressant. Alors, j'ai eu la chance de participer au comité technique, justement, en tant qu'architecte conseil. Et on a vu arriver des démarches d'étudiants. Pas que sur les citadelles. Hein. On a vu arriver des PFE, des démarches d'étudiants sur d'autres territoires de Nantes, dans le rural aussi, etc. Et on a été très surpris à tel point que presque on voulait même faire une catégorie projet d'étudiants, parce que
C'était tellement intéressant. Donc pour vous dire que quand même, ouais, les choses évoluent, changent, et puis le regard de cette génération, enfin des jeunes générations, il est quand même super important. Et donc quand même, je le dis parce qu'il faut le dire, hein, il y a quand même un travail d'un étudiant, c'est, je ne me souviens plus son nom, c'est comment il s'appelle ? Étienne Rollin, qui a été primé, je crois, qui a été... Oui, un centre viticole dans la citadelle d'Ajaccio qui a été primé. Donc voilà, c'est intéressant aussi, ça prouve aussi le croisement. Je vais peut-être passer quand même aussi la parole à notre invité, parce que, ouais, architecte corse, mais justement c'est ça qui est intéressant, parce que je crois que, alors on l'a dit, hein, on a fait intervenir pendant les semaines intensives sur place des jeunes agences. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont venus par exemple l'après-midi, donc ils ont suivi un peu les étudiants, ils ont discuté avec eux, ils ont suivi leurs travaux, etc. Et puis en fin de journée, on avait des petites conférences comme ça. Ces conférences-là, elles étaient ouvertes au public aussi. C'est pas négligeable, parce que ça veut dire qu'on a une action sur le territoire, mais aussi on sensibilise les habitants aussi à l'architecture via des conférences ouvertes. Donc la conférence de Philippe Prost était ouverte au public, Orma, CGZ et Buzo Spinelli aussi. Et moi, j'avais du coup une question à te poser. C'était justement, toi, parce que finalement, tu as été étudiant dans cette école d'architecture, par rapport à ce type de démarche. Voilà, quel est ton ressenti ? Est-ce que vous le faites ailleurs ? Parce que vous êtes sans doute impliqué dans des écoles d'architecture. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, sur cette thématique-là de l'école un peu hors les murs, quoi ? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors effectivement, je trouve que cette thématique de l'école hors les murs, c'est évidemment quelque chose de très intéressant pour les étudiants, pour les agences aussi qui ont pu participer à cette démarche. Je trouve ça extrêmement enrichissant. Bon, moi, j'ai pas participé, mais j'en ai quand même beaucoup entendu parler. Et par contre, juste, ça va me permettre un peu d'introduire la conférence tout à l'heure, mais je trouve ce qui me paraît le plus intéressant, en tout cas de mon point de vue, au niveau du travail sur les citadelles en général. Alors évidemment, il y a le côté historique et puis le rapport qu'on entretient aujourd'hui avec notre patrimoine, la manière dont on se l'approprie. Mais je trouve aussi que finalement ce sont des exemples extrêmement pertinents sur déjà l'utilisation des ressources locales. Parce que, à l'échelle de la Corse, mais c'est pareil partout dans le monde, j'imagine, mais on a des caractéristiques géologiques qui sont extrêmement variées de région en région, et ces citadelles, finalement, qui ont été construites in situ, donc avec les matériaux qu'ils avaient sous leurs pieds à l'époque, eh bien, elles témoignent de l'utilisation de ces matériaux locaux qui sont spécifiques à chaque région et à chaque micro-région, et surtout à la manière dont l'utilisation de ces matériaux locaux permet de légitimer de l'architecture, aussi imposante qu'elle soit, dans un paysage. Et finalement, en plus de la légitimer, ça permet, selon moi, de révéler vraiment le génie des lieux. Et je trouve que cette thématique paysagère des citadelles couplées effectivement avec des ateliers qui interrogent la manière dont on se les approprie aujourd'hui, effectivement je trouve ça très intéressant. Et alors nous on intervient quand on peut avec les écoles d'archi, mais c'est vrai que en ce moment on a une charge de travail on n'est pas beaucoup à l'agence et on est vite submergé, mais quand on peut, c'est avec grand plaisir qu'on le fait, et j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Merci. Donc je crois qu'on a fait là un bon tour. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Peut-être Frédéric, tu veux quand même montrer l'ouvrage, parce que si tu l'as devant toi. Alors juste, oui. En fait, on a tenu avec la DRAC de Corse et le soutien de Michel à pérenniser, qu'il y ait un petit truc qui reste de toute cette aventure quand même, qui a duré 2 ans. Et Frédéric et moi avons aussi œuvré pour arriver à voir naître cet ouvrage-là, que tu peux peut-être juste montrer comme ça. Oui, il est affiché. Ça retrace ces 2 années. Il y a tous les projets, quasiment tous les projets d'étudiants qui sont dedans, que ce soit Ajaccio ou Calvi. On a la plupart des acteurs ont eu la gentillesse d'écrire des petits mots qu'on a glissés un peu au fil de l'eau
qui explique la démarche, mais aussi Philippe Prost et puis Antoine Gatier qui ont aussi écrit des textes justement sur les citadelles. Et pour nous, et je pense que c'est important, d'une manière générale, il faut toujours essayer, Michel, tu le fais aussi toi dans ta pratique, il faut toujours essayer de laisser des traces. C'est important, parce que sinon, avec le temps, on oublie, etc. Et voilà, et la trace, c'est important. On peut être diffusé. Il y a eu un tirage à 600 ou 650 exemplaires, je crois, partagé entre la DRAC et l'école d'architecture, financé par la DRAC. Et voilà. Et au passage, je voulais préciser, parce que Isabelle, tu m'as dit de faire une petite annonce. S'il y a des étudiants qui étaient là, j'en ai vu, qui étaient là pour les workshops, qui ont participé au workshop, vous avez droit à un exemplaire là que vous pouvez venir retirer tout de suite après. Je crois qu'il faudra juste signer un petit papier. Et puis sinon, il faudra faire passer le message à vos camarades pour qu'ils viennent les retirer, parce qu'ils ont droit à un exemplaire, évidemment. Voilà, Michel, tu veux rajouter quelque chose ? Parce que par rapport à ces traces et par rapport à cet ouvrage, qui est tout neuf, je suis allée... où j'ai rencontré enfin la directrice du CAU, qui est Stéphanie Grimald, à qui j'ai offert, en votre nom, voilà. Et t'as envoyé un médecin, voilà. Et en fait, comme elle fait, je suis dans le CA du CAUE, et elle m'a dit, mais tiens, on pourrait peut-être faire notre cadeau de fin d'année avec cet ouvrage. Donc on verra, ça veut dire, je crois une quarantaine, parce que dans le CA, il y a pas mal de gens. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est comment on arrive à toucher d'autres populations qui n'auraient pas forcément acheté ce livre, ou enfin qui n'auraient pas regardé. Et je trouve que par la suite, grâce à cette trace-là, ça va pouvoir élargir tout le réseau de base, qui était déjà assez large. Alors, cette publication... Ah pardon Noélie, tu voulais ajouter un petit mot ? C'est juste un petit mot, parce qu'en fait, c'est vrai que l'architecte des bâtiments de France, il est souvent vu comme le vilain petit canard, on va dire peut-être. Et dans les pratiques de l'architecture, c'est aussi peut-être un métier qu'on ne connaît pas forcément. Donc moi, je vous invite, si vous avez des questions ou si vous avez envie de faire un stage au sein des unités départementales de l'architecture et du patrimoine, il ne faut pas hésiter, il faut venir nous voir. Et puis, voilà, on se fera un plaisir de vous recevoir en stage, pourquoi pas, et puis de vous expliquer aussi les tenants du métier, parce qu'il n'y a pas qu'une seule pratique de l'architecture, mais il y a une multitude de métiers auxquels, voilà, on vous attend sur ces métiers-là aussi. Pour compléter le propos sur la nécessité de laisser trace, je crois qu'il y a aussi... cette envie de profiter d'un support à distribuer au plus grand nombre, comme vous le dites, juste pour expliquer que globalement, ce qui paraît normal dans le quotidien d'une collectivité, etc., ou même sur un territoire beaucoup plus large, est en fin de compte un petit peu anormal, quoi. C'est-à-dire que, quelque part, ces ouvrages-là sont une sorte de matière à penser autrement, et expliquer au plus grand nombre qu'on pourrait faire autrement. Les projets qui sont présentés là sont plus ou moins interventionnistes. Certains affichent une presque réalité de terrain et désacralisent en quelque sorte la vision que peut avoir un politique sur la transformation de sa ville. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit être nourri au sein des écoles d'architecture, parce que ça ne viendra pas de l'extérieur des écoles. Il n'y a que nous qui pouvons porter voix en étant libres, totalement libres en fait, de penser et de réfléchir. Et cette trace, en fait, elle est aussi là pour ça. Elle raconte aussi un savoir-faire étudiant qui profiteront aux étudiants, qui donc valoriseront, en tout cas exposeront ce savoir-faire lorsqu'il s'agira de postuler dans une agence, voire même d'exercer en nom propre. Donc c'est pour vous votre premier book en quelque sorte, quoi. Et c'est aussi
quelque chose qui nous permet de convoquer des textes ou des planches d'archives qui ne sont pas publiées. Puisqu'en fait, dans cet ouvrage, il n'y a pas que des travaux d'étudiants. Il y a aussi des plans d'exécution de Pierre-Antoine Gatier qui nous explique comment conforter des fortifications. Il y a le point de vue de Philippe Prost. Il y a des plans qui sont produits par ces agences d'architecture. Il y a des documents d'archives qu'on voit peu et puis que là, on expose. Voilà. Donc c'est un petit conglomérat de visuels qui tentent de raconter les choses un peu autrement pour faire en sorte que ça soit le moins anormal possible en quelque sorte. Voilà. Merci. Alors peut-être avant de conclure, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions, puis après je pense qu'on va passer quand même à la conférence parce que elle est attendue. Non, pas de questions particulières? Bon, ben on vous remercie. Moi je vous remercie en tout cas d'être venu, d'avoir partagé ce moment. Et puis on va te laisser expliquer la démarche de votre agence. Donc juste Orma, bon, je pense que vous connaissez, hein, on ne vous présente plus quand même, parce que maintenant vous avez quand même une renommée nationale, voire internationale quand même, qui commence un peu à émerger. Moi je suis sensible au fait que tous les quatre, vous êtes sortis de l'école d'architecture de Marseille quand même. Hein, voilà. Donc c'est que c'est une bonne école d'architecture. Hein, voilà. Donc, non, je suis sensible à ça, parce que, voilà, je trouve que peut-être on a réussi à faire passer quelque chose aussi, voilà. Et ben, votre travail, il est vachement ancré, effectivement, sur le territoire, hein, ça c'est clair, tu l'as dit. Et je pense que tout ce que tu vas nous expliquer ne va parler que de ça, presque que de ça. Donc, on va te laisser la parole, voilà. Et puis... on pourra, si vous voulez, tout à l'heure après la conférence, débattre enfin entre nous, là, comme ça, si vous avez quelques questions. Merci. Alors, tu vas t'installer peut-être là-bas. Donc, bonsoir à tous à nouveau. Merci beaucoup pour cette invitation. Bon, malheureusement, je suis seul. On aurait dû être au moins deux, mais il y a eu des petits problèmes d'avion, donc voilà. Mais c'est pas grave. Donc je suis l'un des 4 associés de l'agence Orme Architecture. On est tous les 4 issus donc de l'école d'archi de Marseille. Ça fait maintenant 10 ans qu'on a créé l'agence, donc en 2014. Et bon, finalement, voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de venir représenter mon travail ici en tant qu'ancien élève, même si c'était à l'époque à Lumini. Mais en tout cas, merci beaucoup encore pour l'invitation. Donc on est une petite agence d'une dizaine de personnes. On est basé donc en Corse et finalement la Corse, toute petite île qu'elle est, elle a une position extrêmement centrale dans un territoire qui nous est très cher, c'est qui est le territoire méditerranéen. Et finalement c'est un territoire auquel on est attaché parce qu'on est tous originaires de là-bas, mais surtout qui nous inspire beaucoup au quotidien dans notre pratique. C'est un territoire qui possède une culture extrêmement forte, qui s'est enrichie au fil des siècles et bien de toutes ces influences de tout le bassin méditerranéen. C'est une île qui est aussi caractérisée, malgré sa petite taille, par une variété extrêmement importante de ses caractéristiques géologiques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on a une partie de l'île qui est plutôt granitique, la majeure partie, une partie qui est schisteuse et une partie qui est en calcaire. Donc on a vraiment au sein de ce petit territoire une variété géologique qui évidemment a un impact sur les constructions vernaculaires et qui ont au fil des siècles, on va dire, dessiné le paysage des villes et des villages. C'est un territoire aussi qui est extrêmement montagneux.
Donc c'est également une donnée importante dans notre manière d'aborder le projet d'architecture, parce que effectivement on a conscience et on défend cette idée-là qu'un projet trouve sa place vraiment dans le site sur lequel il s'implante, et donc effectivement on n'a pas de mal à imaginer que toutes ces vallées, ces montagnes et ces littoraux eh bien, permettent d'avoir des sites de projet extrêmement variés dans un petit territoire. Donc pour continuer le propos sur la variété géologique et la manière dont cette variété géologique a influencé le paysage bâti des villes et des villages de Corse. Donc, on voit ici donc 3 illustrations de 3 régions, Sartène, la région de Sartène sur la gauche, donc granitique, qui a donc vu émerger au fil des siècles ces constructions minérales, verticales, avec des ouvertures extrêmement restreintes. La ville de Bonifacio, qui elle est une spécificité à l'échelle de la Corse, donc qui est posée donc sur un promontoire en calcaire, et qui elle aussi a tiré évidemment ses caractéristiques géomorphologiques, enfin morphologiques plutôt, eh bien de cette géologie. Et à droite, un paysage plutôt du nord, qui est lui sombre, parce que construit à base de schiste. Donc c'est un territoire qui est aussi caractérisé par la forte présence de la nature, donc, et également donc, la faible densité bâtie. C'est important pour nous d'introduire notre propos par toutes ces données géographiques, géologiques, un peu sociologiques aussi par rapport aux zones qui sont habitées, parce que finalement c'est de ça qu'on tire vraiment notre inspiration, et c'est de ça c'est avec ça, on va dire, qu'on essaie de tisser des liens dans notre expression architecturale. Donc cette variété de paysages, on va dire que c'est évidemment une source d'inspiration, mais également aussi une grande responsabilité, une responsabilité dont on a conscience, et finalement dont on peut témoigner par rapport au nom de notre agence. Donc Orma encore, ça veut dire l'empreinte. Alors c'est pas l'empreinte au sens de on a envie de laisser notre empreinte, mais c'est plutôt l'empreinte dans le sens où on a conscience que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va construire en tant qu'architecte, eh bien va laisser une trace dans le temps. Et donc on a une responsabilité par rapport à cette trace qu'on va laisser aux générations futures. On va dire la manière dont on va s'inscrire aussi dans une continuité historique entre ce qui nous est arrivé jusqu'à nous, d'un point de vue patrimonial, et ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc l'agence est située à Corté. Donc Corté, c'est vraiment en plein centre de la Corse. Alors c'était un choix, un peu un choix du cœur, parce qu'on a tous plus ou moins des attaches dans cette ville, mais c'était aussi une volonté de travailler dans un endroit qui nous ressemblait, travailler dans un environnement qui était propice pour nous à on va dire une réflexion architecturale, paysagère, une certaine quiétude aussi au quotidien. Alors ça présente des inconvénients, effectivement on est un peu loin de tout, mais bon, on regrette pas du tout ce choix. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est installé là-bas, et voilà, on va dire que la localisation de notre agence fait partie à part entière de ce qu'on essaye de défendre comme identité d'agence. Donc la ville de Corté, qui est donc également pourvue d'une citadelle. Alors c'est un territoire rural, montagneux, granitique et schisteux pour le coup, il présente les deux géologies, et surtout qui témoigne, comme beaucoup d'endroits en Corse, de ce rapport à la minéralité et à la verticalité de ces constructions, mais aussi à la manière dont ces constructions réussissent à révéler la beauté d'un lieu,
la beauté d'un promontoire, la beauté d'une colline, en proposant eh bien, ces parois construites avec les matériaux locaux, les matériaux qu'on avait sur place à l'époque de la construction, et qui, on va dire, ont traversé le temps et sont arrivés jusqu'à nous. Donc ensuite, on a un territoire qui on va dire, a des caractéristiques particulières, vraiment transversales, mais il y a des thématiques qui nous touchent beaucoup et qu'on s'est rendu compte finalement qu'on était systématiquement obligé de traiter et sur lesquels il fallait vraiment avoir une approche précise au sein des projets. Donc la première, évidemment, vu que c'est un territoire extrêmement vallonné, c'est la manière dont les bâtiments viennent s'ancrer à la pente, viennent s'accrocher et nouer un dialogue donc avec les éléments qui composent le paysage. Une deuxième thématique qui nous tient beaucoup à cœur aussi, alors c'est peut-être parce qu'on a la chance d'avoir dans l'agence une architecte du patrimoine, et du coup on a vraiment cette volonté quand on intervient sur un site de comprendre la manière dont les gens ont vécu à cet endroit-là, la manière dont les constructions ont été faites, vraiment avoir une approche presque archéologique du bâti vernaculaire. Et en fait, dans notre manière de concevoir le projet, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. C'est vraiment cette analyse, cette compréhension du lieu, encore une fois, pour essayer d'avoir une intervention la plus en lien et la plus légitime par rapport à un site, mais dans toutes ses composantes, que ce soit on va dire que ce soit d'un point de vue paysager, mais aussi social, culturel et bien sûr constructif. Donc le savoir-faire vernaculaire et la mémoire collective, c'est un thème aussi qui est un peu abstrait, mais qui pour nous est assez clair en réalité, parce que on pense que chacun d'entre nous a s'est fait une culture architecturale, qu'elle soit consciente ou inconsciente. C'est une culture architecturale qui a été forgée par rapport à ce qu'on a pu voir, à ce qu'on a aux émotions qu'ont procuré les bâtiments qu'on a rencontrés pendant toute notre vie. Et on va dire que cette mémoire collective, on essaye à chaque fois de l'invoquer dans nos projets pour justement essayer de légitimer, même aux yeux des gens qui ne sont pas vraiment, on va dire sachants en architecture, parce que ça c'est quand même une grande partie de notre métier, donc une partie pédagogique, on va dire, la manière qu'on a donc de témoigner de l'architecture aux gens, de partager de l'architecture avec les gens. Eh bien, on essaie systématiquement donc d'invoquer un peu cette mémoire et ces émotions collectives. Donc la présentation, elle se déroule en plusieurs étapes. Donc il y avait une première étape d'introduction, et là je vais vous présenter des projets, certains sur lesquels je vais m'attarder un petit peu plus, d'autres un petit peu moins, mais l'idée c'est vraiment que j'arrive à vous transmettre tout ce qui fait qu'aujourd'hui on essaye tous les quatre, et avec tous les collaborateurs de l'agence aussi, d'avoir une vraie démarche, d'avoir une lisibilité aussi de nos interventions au sein de l'agence. Et nous, c'était vraiment quelque chose qu'on a souhaité faire depuis le début, depuis qu'on a fini nos études. Bon, c'est évidemment des choses qu'on a appris à l'école, mais on avait vraiment cette volonté de s'inscrire dans une vraie démarche. Et finalement, c'est cette démarche qui au début, on a mis du temps à trouver vraiment le moyen de la mettre en œuvre, etc. On est encore en train de chercher d'ailleurs, mais finalement je pense que c'est une manière aussi, pendant l'exercice, de jamais se lasser et de vraiment toujours trouver pour chaque projet un intérêt particulier. Et donc voilà, j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous comprendrez un peu notre manière de voir les choses et de penser le projet. Donc le premier projet que je vais présenter, donc c'est un petit projet qui est un projet donc de 3 logements communaux
3 logements communaux qui ont été labellisés Passive House. Alors ça a une importance, non pas parce qu'on est fier d'avoir eu cette labellisation, mais parce que on va voir comment en fait on a essayé d'utiliser la ressource locale et la manière dont cette volonté d'utiliser la ressource locale s'est confrontée eh bien, à ce besoin, à cette nécessité d'obtenir ce label Passive House. Donc ce bâtiment donc de logements communaux s'inscrit dans un village qui s'appelle Kristinac, et donc qui est à peu près à 600 mètres d'altitude, qui, comme beaucoup de villages en Corse, eh bien, est loin de toute zone vraiment urbanisée, qui est constitué essentiellement de granit. Donc on est au sein d'un village où on peut voir de manière voilà, très rapidement eh bien, qu'on est dans une tradition vraiment minérale de granit gris à flanc de colline. Et donc le projet qu'on a développé dans ce village, finalement, on l'a abordé d'abord de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on s'est demandé finalement comment faire un bâtiment passif dans un village qui était complètement minéral, sachant que pour être labellisé Passive House, eh bien, on prend en compte l'ensemble des circuits courts, l'impact carbone de chacun des matériaux de la construction, évidemment la manière dont les consommations en énergie du bâtiment pendant toute sa vie, etc. Mais du coup, voilà, la maîtrise d'ouvrage voulait qu'on réfléchisse à un bâtiment en bois. Et finalement, nos premières intuitions, qui étaient de prime abord lors des premières visites, on était plus sur quelque chose de minéral, etc. Finalement, nos recherches de l'histoire du lieu nous ont montré que à l'époque, il y avait une grande tradition forestière et d'exploitation du bois dans la vallée. Et alors, évidemment, ce qui nous reste aujourd'hui, les persistances qu'on a, c'est les maisons de pierre, mais nos recherches nous ont permis de voir que finalement on avait à l'époque une grosse tradition d'exploitation de la forêt et de construction en bois dans la zone. Donc ça, c'était la commande de la commune, donc les premières vues qui nous ont été transmises au stade de l'appel d'offres. Donc l'idée, c'était de faire une extension à cette maison qui n'était pas terminée. Voilà, donc il y avait quand même cette volonté d'utiliser du bois, mais sans vraiment savoir comment ni quelles ressources on allait solliciter. Alors la première des choses qu'on a fait, donc une fois qu'on a identifié donc cette culture un peu oubliée de l'exploitation de la forêt locale, aussi qu'on a mis ça en relation, on va dire, avec cette volonté donc de logement passif, on a commencé à faire une recherche donc d'identification des ressources. Donc quel était l'état de la ressource en bois dans la région? Il était nul en fait, parce que on avait des forêts qui ont servi pendant des siècles à extraire du bois d'œuvre, mais la filière bois en Corse est aujourd'hui complètement à l'arrêt, et donc on n'avait aucune possibilité d'extraire le bois en forêt. En tout cas, c'est ce qu'on pensait au début. Ensuite, on a identifié en fin de compte les savoir-faire locaux. Une fois qu'on avait vu qu'on avait une ressource qui était présente, on ne savait pas comment la prélever, on va dire, et ensuite comment la transformer. Donc on a identifié les savoir-faire locaux, on s'est rendu compte qu'à une trentaine de kilomètres du lieu de projet, il y avait une scierie, donc des charpentiers qui savaient donc, on va dire, transformer de la matière première. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord avec la commune donc pour partir sur ce projet en bois local, extrêmement local, donc pour raviver cette filière, eh bien, on a commencé à se poser la question comment est-ce qu'on pouvait extraire du bois local, l'imposer aussi à une entreprise dans le cadre d'un marché public, parce que dans un marché public, évidemment, on n'a pas le droit vraiment d'imposer un matériau. Donc on s'est heurté un peu à un petit écueil à ce moment-là, mais finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le problème à l'envers, et en fait, on a travaillé avec la commune et l'Office national des forêts pour prélever le bois en amont du marché de travaux, pour en fait le mettre à disposition de l'entreprise
qui allaient réaliser les travaux. Donc on s'est rendu compte aussi que dans la région, eh bien, il y avait une filière qui demandait qu'à être ravivée, parce qu'il y avait des gens qui avaient vraiment un savoir-faire et qui actuellement travaillaient que sur du bois d'importation et qui ont été vraiment ravis on va dire de travailler leur bois qu'ils ont pu récupérer juste à proximité. Donc voilà les petites unités donc de transformation. Alors on reste dans quelque chose d'extrêmement artisanal, mais bon, finalement ça a été même, on va dire, enrichissant même pour le projet. Je reviendrai dessus plus tard, mais parce que finalement, on n'a pas abordé le projet, on va dire, on a abordé le projet plutôt avec la ressource qu'on avait à disposition. Et donc, cette ressource-là ne nous permettait pas de tout faire d'un point de vue architectural. Donc finalement, le projet a dû s'adapter aussi à cette ressource. Donc la dernière étape, on va dire, de la mise en œuvre de cette utilisation du bois, donc ça a été évidemment de relier tous les acteurs, donc la mairie qui a une attitude extrêmement militante et extrêmement compréhensive aussi, parce que ça a été, en termes de temporalité, ça a été extrêmement chronophage, le fait d'aller en forêt, de prélever le bois, de choisir le bois qui allait être prélevé donc en amont du marché de travaux, ensuite de le faire sécher. Ça a duré 8 mois parce qu'il n'y a pas de séchoir en Corse, donc il a fallu le sécher à l'air libre selon des techniques traditionnelles. On a dû aussi prélever le bois à la lune descendante, donc pour qu'il ait le moins de sève possible et qu'il sèche le plus rapidement. Donc on a vraiment sollicité, on va dire, des techniques anciennes, un petit peu oubliées, mais ça on a pu le faire vraiment grâce à, on va dire, à l'attitude extrêmement militante de la maîtrise d'ouvrage et compréhensive aussi, et aussi au travail d'accompagnement qui était vraiment extrêmement pointu des bureaux d'études bois avec qui on a pu travailler sur ce projet. Donc le projet de logements communaux, le premier défi dans une commune qui est caractérisée par une dominance minérale, eh bien ça a été de légitimer le projet en bois donc dans un tel paysage. Donc la première réponse qu'on a apportée, eh bien, elle était liée à ce qu'on avait pu découvrir des traces des bâtis vernaculaires qu'on a pu découvrir dans la région, et aussi les traces qu'on a pu analyser, les photos anciennes, les récits, etc., qui témoignaient vraiment, encore une fois, de cette culture extrêmement liée à la forêt, à l'exploitation du bois. Donc les recherches morphologiques aussi, elles nous ont permis évidemment de s'intégrer d'un point de vue volumétrique aux typologies du village, mais pas que. On va dire cette recherche morphologique, elle s'est accompagnée d'une recherche aussi typologique, parce que on avait vraiment à cœur que cette construction contemporaine qui s'inscrit dans ce village extrêmement traditionnel eh bien, propose les mêmes modes d'habiter que les gens du village ont. Donc on a fait une analyse des modes d'habiter, des modes de vie, de l'utilisation de l'espace public, de la manière qu'avaient les gens pour accéder à leur logement. Et finalement, toutes ces données ont eu un impact très fort sur la morphologie de la construction, parce qu'on a donné un accès à la rue à chaque logement par l'intermédiaire de typologies simplex, duplex et triplex. Donc les recherches également en maquette, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'agence aussi. Ça nous permet, voilà, de confronter les matières et les échelles. C'est une étape qui est vraiment importante, surtout dans ce type de projet-là, où on a finalement besoin aussi de se rassurer à un certain moment pour savoir, parce qu'on n'est jamais sûr vraiment de faire les bons choix, et c'est vrai que la matérialisation en maquette, c'est quand même important pour cette phase-là. Donc le projet en lui-même, donc c'est un projet donc qui s'inscrit donc qui prend, on va dire, une parcelle sur sa totalité, mais surtout qui est bordé de voies communales. Et comme je disais tout à l'heure, cette donnée-là, elle a eu un impact important sur la manière dont les gens finalement accèdent à leur logement. Donc, comme toute construction en bois, on a pu le voir sur la photo de vernaculaire que j'ai présentée il y a quelques diapos, mais comme toute construction en bois, l'une des données les plus importantes, c'est le rapport au sol et la manière dont on appréhende finalement le socle.
l'utilisation du bois, elle nécessite quand même de protéger le matériau au maximum, surtout dans des zones montagneuses comme ça, qui sont soumises à de fortes précipitations, à de la neige, etc. Et donc, on a réfléchi à un socle minéral, donc en béton, mais encore une fois, on n'a rien inventé parce qu'on s'est rendu compte que c'était une technique qui était extrêmement répandue et qui a été utilisée de tout temps pour donc implanter des constructions. Donc voilà, le socle minéral, donc qui est composé d'un simplex, donc qui lui, comme tous les autres logements, a son accès depuis la rue. Donc le rapport à la rue, comme je l'évoquais, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, sur lequel on a beaucoup réfléchi. On voulait vraiment que on va dire la sensation d'appartenance à son logement démarre depuis l'espace public, comme dans la continuité de la tradition villageoise où les gens restaient assis sur des bancs en bas de chez eux, etc. Et donc on a voulu vraiment travailler le rapport à l'espace public comme faisant partie vraiment intégrante de l'ensemble des logements. Donc une donnée aussi qui a été importante, donc c'était évidemment la qualité des logements qu'on offrait. Alors c'est une qualité qui était importante, donc évidemment, par rapport au fait qu'on avait évidemment des exigences liées à la maison passive, donc c'est des appartements qui n'ont ni besoin de chauffage ni de rafraîchissement. Donc il fallait avoir une conception évidemment on va dire cohérente avec ces enjeux-là, donc des logements traversants, etc. Mais il y a aussi un fort enjeu social, parce que comme dans beaucoup de villages, on est sujet à vraiment une désertification, et il faut donner envie aux gens de revenir dans les villages, et pour ça, on avait aussi cette volonté vraiment de proposer quelque chose de très qualitatif, on va dire de compenser l'éloignement et l'isolement par des logements très qualitatifs qui donnaient des vues et des orientations vraiment propices à une bonne qualité d'habiter. Voilà, l'ensemble des logements sont traversants, et le dernier donne sur une terrasse donc, qui offre une vue sur le grand paysage de la région. Donc on voit encore une fois ici donc, les logements traversants et la manière dont la partie bois vient s'accrocher à son socle minéral. Coupe dans l'autre sens, donc la manière dont on s'est, on va dire, adossé à la ruine qu'on a vue sur les premières diapositives. Ensuite, on va dire que en plus de toutes ces données qui étaient liées à l'intégration paysagère et urbaine du bâtiment, c'est un bâtiment qui a nécessité vraiment une grande réflexion d'un point de vue technique, parce que comme je l'ai évoqué brièvement au début, donc on a d'abord identifié de la ressource, donc le bois, on a d'abord fait les coupes de bois, on l'a transformé, et c'était un bois donc, qui n'était pas séché complètement. Donc on ne pouvait pas le mettre en œuvre comme on voulait. On ne pouvait pas par exemple utiliser de murs à ossature bois classique, etc. Donc on a dû faire en fait une structure poteau-poutre. Une structure poteau-poutre qui permettait au bois en fait, de continuer à sécher une fois qu'il était mis en œuvre. Donc c'était intéressant aussi de se dire que finalement notre dessin dépendait non pas uniquement de notre imagination et de notre volonté d'architecte, mais aussi de ce qu'on avait à disposition. Et en fin de compte, l'expression de ces structures en façade, elle nous a permis aussi de légitimer le projet d'un point de vue urbain, parce que alors il y a évidemment la colorimétrie, donc le bois dans le temps il grise et la teinte se rapproche des pierres, mais il y a aussi on va dire cette expression minérale et massive de la structure sur les maisons traditionnelles en pierre qu'on retrouve avec l'expression des descentes de charge, mais cette fois-ci en bois sur notre bâtiment. Donc, encore une fois, la technicité de ce projet, elle a résidé principalement en l'utilisation de la ressource. Elle a aussi résidé en la confrontation avec donc la labellisation qui était visée, parce que forcément, une labellisation Passive House, bien que ce soit des normes qui peuvent paraître extrêmement vertueuses en termes d'écologie,
c'est quelque chose, on va dire tout ce contexte normatif de la paroi qui doit avoir telle et telle on va dire caractéristique thermique, etc. Les menuiseries qui doivent également avoir telle et telle caractéristique thermique. Quand on coupe une planche qu'on a sciée dans la forêt d'à côté pour faire une fenêtre, on n'a pas la possibilité forcément de justifier d'un point de vue normatif toutes ces données. Donc ça a été un long travail aussi pour faire passer et accepter l'ensemble des éléments de la construction au label. Donc c'est une construction qui a reçu le prix national de la construction bois. Donc on est assez fiers d'avoir reçu ce prix, pas vraiment pour le prix en lui-même, mais surtout parce qu'on a passé, comme vous pouvez vous l'imaginer, on a passé vraiment des mois et des années à concevoir ce petit projet dans notre village, sans vraiment compter nos heures, en se demandant tout le temps si vraiment ce qu'on faisait avait du sens, etc. Parce qu'au final, personne n'y croyait. Il y a énormément de gens qui ont essayé de nous décourager pendant qu'on travaillait sur ce projet-là. Et finalement, d'avoir cette reconnaissance nationale, c'est vraiment, ça nous encourage à continuer. Ça nous montre qu'on est dans la bonne direction. Et finalement, l'utilisation du bois dans cette zone-là, elle était extrêmement légitime par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer auparavant, mais ça n'aurait pas pu voir le jour dans d'autres zones littorales, par exemple, parce que on a une région où il y a des très fortes variations de température, donc entre l'hiver et l'été, et le bois dans les régions littorales vieillit mal. Et alors il y a, on va dire, en plus on a une culture vraiment de la massivité et de l'épaisseur en bord de mer par rapport au confort d'été. Pour se protéger de la chaleur, donc on a utilisé le bois ici, mais c'est pas forcément une constante, mais dans notre travail, le rapport au bois, à ce matériau-là, mais ce qu'on essaye de faire systématiquement, c'est vraiment d'utiliser le bon matériau au bon endroit pour le bon projet. Donc le deuxième projet sur lequel je vais passer plus brièvement, il est un peu dans la lignée du premier, mais il est d'une autre échelle. Donc c'est un auvent donc pour une école qui est située très proche du premier site de projet, donc à Evisa. Et cette fois, on a eu une approche, on va dire, qui était beaucoup plus typologique par rapport au village, parce qu'on avait une maîtrise d'ouvrage qui était déjà un petit peu réfractaire au bois, et puis voilà, donc on a dû légitimer le projet cette fois-ci en invoquant un lien plutôt typologique avec les constructions de la région, évidemment également aussi avec l'utilisation d'une ressource locale. Donc c'est une région où il y a énormément de châtaigniers. Donc on a travaillé avec du bois de châtaignier donc pour l'ensemble de la couverture et une partie des solives, et le reste est fait également en pin à riche, donc comme le premier bâtiment. Donc voilà, c'est un bâtiment aussi, c'est un tout petit bâtiment, mais qui a aussi reçu le prix national de la construction bois, justement par rapport à la sollicitation de toutes ces ressources locales et à l'intégration paysagère de ce bâtiment dans le village. Les autres projets sont d'une autre nature, ils sont plus au sud en Corse, et on va voir aussi qui présentent, on va dire, qui s'inscrivent dans des sites qui ont des caractéristiques extrêmement variées, malgré extrêmement différentes, plutôt malgré la proximité de ces derniers. Donc ce projet Vigna Maggiore s'inscrit dans un village donc de Corse du Sud qui lui encore une fois est caractérisé par sa minéralité, etc., mais avec des teintes plutôt chaudes et qui est caractérisé aussi par sa proximité avec la mer. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se demander comment est-ce qu'on intervient dans la continuité historique de ces constructions-là en pierre, mais il y a une donnée qui est importante aussi, c'est qu'en Corse aujourd'hui il n'y a plus du tout de carrière de pierre taillée, donc comme dans beaucoup de régions. Donc c'est l'occasion vraiment de se poser la question, quand on a la sensation qu'il faut qu'on évoque cette minéralité dans nos projets, eh bien qu'on réinvente cette manière de construire de manière minérale. Donc c'est un site qui nous a frappé tout de suite par déjà sa richesse naturelle,
mais aussi par la présence d'une terre, un tuf, donc qui est un granit altéré, donc qui est dépourvu de terre végétale, donc qui peut être très propice à l'utilisation pour la construction. Donc le programme, c'était un bâtiment de loisirs, donc un spa, donc dans un site très vaste. On avait un programme qui était un peu décousu avec une maîtrise d'ouvrage privée, donc qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Et finalement, notre première approche, ça a été de se dire, on va essayer de s'inspirer et d'utiliser les matériaux qu'on a. On va essayer de s'inspirer du contexte paysager, mais tout en générant une intériorité par une sorte d'enceinte qui va venir vraiment délimiter un lieu de projet dans un site très vaste qui ne présentait pas vraiment de limites perceptibles. Donc cette terre qu'on a découvert en visitant les lieux, alors il y a eu un premier constat qui a été fait, c'est que c'était un équipement de loisirs, donc il y avait énormément avec beaucoup de sous-sol pour de la technique, donc on avait beaucoup d'excavations à faire, et finalement ces excavations, plutôt que de les jeter, on s'est demandé ce qu'on pouvait en faire, et on s'est rendu compte que on avait la possibilité de l'utiliser directement pour la réalisation de murs. Alors ça a été déjà, on va dire d'un point de vue de continuité historique, ça a été un petit peu pour nous comme une évidence, parce que cet endroit s'appelle la Vigna Maggiore, donc la vigne majeure. Donc on voulait aussi témoigner de l'histoire, du travail de la terre sur ce site, de ceux qui nous ont précédés. Et donc l'évoquer directement sur les voiles du projet, c'était quelque chose auquel on tenait. Donc évidemment, pour utiliser de la terre dans des constructions, il a fallu faire énormément de tests et d'échantillons, etc. Donc on a eu la chance, encore une fois, d'avoir une maîtrise d'ouvrage extrêmement engagée dans le projet, et des entreprises aussi qui sont vraiment données à fond, parce que c'était une expérimentation. Donc on a mis en place une technique d'utilisation de la terre. Donc c'est pas du pisé, c'est du béton sec. Donc c'est un béton c'est en fin de compte un mélange de béton, de peu de ciment et de très peu d'eau, qui est compacté à la main, donc au fouloir pneumatique. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais qui permet d'avoir au final cet aspect extrêmement naturel qui dialogue vraiment bien avec son paysage environnant, mais aussi qui permet d'utiliser donc cette ressource. C'est une technique qu'on a utilisée donc aussi parce qu'on avait envie d'évoquer des creusements dans une roche, etc. Et donc on a même le plan, on va dire, témoigne de cette volonté d'avoir cette sensation un petit peu d'habitat presque troglodyte, en tout cas de bâtiments troglodytes, de grottes un petit peu à mi-chemin entre des zones intérieures, rocheuses de grottes, et des vues sur le grand paysage, voilà, des percées sur le grand paysage. Donc on a imaginé des blocs minéraux en béton de site. Donc cette technique, on l'a utilisée pour ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire que c'est une technique qui marche très bien en compression, donc qui reprend les charges verticales. C'est une technique qui est dépourvue, une mise en œuvre qui est dépourvue de ferraillage. Évidemment, on ne peut pas compacter de la terre s'il y a du fer au milieu, donc on l'a utilisée vraiment pour ce qu'elle savait faire. Et par contre, on a utilisé donc un béton plus classique pour le couronnement de ce bâtiment, pour franchir, donc pour plutôt travailler donc en flexion. Donc on a fait des murs donc qui étaient extrêmement épais. Alors on a eu la chance aussi d'être sur un bâtiment qui n'était pas chauffé, parce que il n'entrait pas dans la réglementation thermique, etc. Donc on a pu en fait avoir ces parois visibles intérieures et extérieures. On a pu aussi vraiment jouer sur l'épaisseur des murs pour accentuer cette sensation de gros blocs minéraux. Voilà, on voit là sur l'image de gauche le rapport qu'entretient le bâtiment avec la zone où a été extraite le tuf, et on a systématiquement vraiment cette sensation d'intérieur-extérieur.
qu'on vient retrouver aussi, qui est accentué par l'ensemble des menuiseries et serrureries qu'on a dessinées, qui présentent une teinte qui sont en laiton, qui présentent une teinte qui est extrêmement proche de celle de la terre et qui vient un petit peu dématérialiser aussi l'ensemble des ouvrants du bâtiment. La technique donc, que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a masqué au maximum, donc on est sur un établissement où il y a des jacuzzis, où il y a des saunas, etc. Donc ça demande beaucoup de technique. Et finalement, pour vraiment laisser la place à l'expression vraiment élémentaire de la structure, on a voulu vraiment masquer l'ensemble de la technique donc, en sous-sol pour vraiment voilà, laisser parler uniquement la matière. Voilà, donc d'autres images. Alors, on aurait pu, au début, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'utiliser la terre sans liant, donc sans ciment, uniquement en faisant du pisé. Mais finalement, bon, on avait des caractéristiques géologiques qui étaient pas vraiment propices, mais on aurait pu. Le seul problème qu'on a, c'est que, bon, qu'il y a un problème quand même important, c'est que on est dans une région quand même, on a une culture de la pérennité, de la minéralité, de choses qui durent. Et le pisé, c'est des techniques qui sont beaucoup utilisées dans des endroits très secs, où il n'y a pas beaucoup de précipitations, etc. Et c'est vrai que dans nos zones, où il y a quand même beaucoup de pluie, malgré le fait qu'on soit en Corse, on a un matériau en terre brute qui serait beaucoup trop altéré. Et finalement, même on n'a pas cette culture de la réversibilité, on a vraiment cette culture de la pérennité, et les maîtres d'ouvrage n'ont pas voulu prendre le risque d'avoir un bâtiment qui aurait dû être refait dans quelques années, quoi. Ce qui est compréhensible. Voilà, d'autres vues depuis l'intérieur. Les espaces extérieurs, toujours cette relation entre cette horizontale et le paysage. Alors cette horizontale, on l'a utilisée aussi pour qualifier le paysage environnant, pour le révéler, parce que finalement on était proche de la mer, on était proche d'un environnement naturel extrêmement beau, mais on n'arrivait pas vraiment à le voir, à en comprendre, on va dire, toutes les qualités. Et on va dire qu'on a voulu, avec cette grande casquette, donc déjà délimiter le site de projet, mais aussi mettre en valeur des cadrages et en fin de compte noyer les éléments porteurs visuellement en reprenant les caractéristiques chromatiques des arbres qu'on avait aux alentours. Les éléments de serrurerie aussi. Alors un autre projet sur lequel je vais passer beaucoup plus rapidement, c'est encore un projet hôtelier qui se situe lui par contre à Bonifacio. Donc Bonifacio qui est une ville également qui est pourvue d'une citadelle évidemment, mais qui est assise sur un socle calcaire. Donc comme partout en Corse, on n'a plus de carrières de pierre taillées. Donc on a réfléchi à l'utilisation de la pierre comme l'utilisaient les anciens, donc de la pierre de ramassage. Empilé, qui va donc participer à l'écriture architecturale du bâtiment. On s'est aperçu aussi que dans cette région, du fait des caractéristiques de la pierre de ramassage, on avait beaucoup de constructions circulaires, courbées et arquées, qui est finalement extrêmement rare en Corse, parce qu'on a tout le temps des éléments extrêmement orthogonaux. Et en fin de compte, on s'est servi de cette donnée-là, de cette caractéristique locale, cette culture visuelle de la courbe, pour dessiner notre projet. Donc c'est un projet donc, de 7 chambres d'hôtel. C'est une extension d'un petit hôtel. Et en fait, on a réfléchi donc, un petit peu à la manière que les anciens avaient de dessiner leurs limites parcellaires et d'y mettre leur petite cabane. En fait, on a identifié les éléments paysagers forts de la parcelle et on est venu se glisser autour pour les révéler. Donc l'ensemble de la pierre qui a été utilisée dans ce projet, c'est de la pierre de ramassage qui a été récupérée une grande partie sur le terrain, qui a été cassée, une autre partie qui a été récupérée sur un terrain voisin, mais on a vraiment essayé encore une fois, d'utiliser la ressource qu'on avait à disposition. Chaque chambre avait une ambiance aussi, bon je vais passer rapidement là-dessus, mais chaque chambre avait une ambiance aussi particulière et qui venait à chaque fois raconter
des éléments paysagers du grand Bonifacio. Donc, un autre projet qui se situe au même endroit, donc à Bonifacio, mais qui est encore une fois d'une autre nature. On est encore une fois évidemment donc, dans ce contexte calcaire, mais cette fois, du coup, à l'inverse du projet précédent, on a essayé de mettre en œuvre de la pierre taillée brute. C'est un projet de petit pavillon d'accueil pour une exposition d'art contemporain. Et en fait, on est allé du coup encore une fois à la recherche de la matière. On est allé dans la seule carrière qui avait été en activité, mais qui ne l'est plus depuis plusieurs années. C'est la carrière qui a servi à construire la maison des vins de Pérodin à Saint-Florent, donc une carrière de calcaire. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des chutes de blocs calcaires. Et on en a fait l'inventaire, donc on a trouvé 49 blocs. La personne qui était propriétaire de la carrière n'en avait absolument rien à faire parce que c'était vraiment des chutes. Et donc on a pu les récupérer donc, pour construire notre petit pavillon. Et on s'est servi donc de cette matière première, donc des 49 blocs, pour imaginer ce pavillon d'accueil pour l'exposition d'art contemporain donc, de Renava. C'est une biennale d'art contemporain qui avait pour thème la ruine. Donc on a voulu également évoquer une certaine fragilité dans cette massivité. Et donc on a imaginé un pavillon d'accueil avec des pierres, les pierres qu'on a trouvées, qu'on est venu enfiler comme des perles en fait sur une ossature métallique, qu'on est venu juste couronner d'une couverture métallique. Voilà. Et en fin de compte, on arrive à avoir une certaine dichotomie entre ces gros pilastres qui paraissent presque fragiles malgré leur massivité et cette fine lame de métal qui vient couronner le tout et permettre donc de générer ce pavillon d'accueil. Encore une fois, c'est un tout petit projet, mais on l'a abordé vraiment comme si on avait abordé un projet d'une plus grande ampleur en termes de taille, etc. Parce que déjà, on avait conscience qu'on s'inscrivait dans un site vraiment remarquable, dans la citadelle de Bonifacio, donc il fallait être à la hauteur de ce site. Et on avait aussi envie de montrer, encore une fois, c'est notre côté un peu, voilà, où on essaye de faire bouger les choses au niveau de l'écosystème des entreprises en Corse. On avait aussi envie de montrer qu'on pouvait faire quelque chose avec notre ressource locale, même si a priori c'était des déchets de carrière. Donc pour conclure cette présentation, donc on a vu plusieurs projets, j'ai pu un peu vous exprimer la manière dont on réfléchit et on pense le projet, mais j'ai beaucoup parlé de matière. Alors évidemment, la matière, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. C'est une ligne, on va dire, un peu un fil d'Ariane dans notre travail. C'est vraiment cette expérimentation de la matière. Mais il n'y a pas que ça. Mais alors la matière, ce qui nous permet aussi de beaucoup l'expérimenter, c'est qu'on a vraiment cette culture de chantier qu'on a envie et qu'on défend à chaque fois. Par exemple, là, c'est un projet sur lequel on a coffré de la terre dans des banches pour ensuite couler le béton. Et cette terre, en fait, elle servait à recouvrir des fouilles qu'on a mis à jour, donc des fouilles archéologiques. Donc c'est un projet d'antiquarium. Et finalement, on évoque un peu le soulèvement de la terre par cette intervention et la découverte par le public donc, de ces fouilles. Un autre projet donc, qui est la halle de marché d'Ajaccio, encore une fois, qui a donné lieu à des expérimentations de chantier, où on a travaillé cette fois-ci avec des agrégats locaux et des quantités d'agrégats et de sable par strate pour évoquer des pilastres minéraux. Et encore une fois, ça a fait l'objet de beaucoup de tests. Ça, c'est un projet qu'on est en train de réaliser donc, au pied de la citadelle de Calvi. Qui témoigne encore une fois de ce rapport à la matière et c'est cette volonté vraiment de la transcender. On est dans un territoire qui est
qui est extrêmement fort patrimonialement. Donc encore une fois, on a une grosse responsabilité vis-à-vis de ça. Notre projet, le projet qu'on a proposé, c'est un projet qui vient en fin de compte réparer la colline qui avait été détruite pour la réalisation de la digue, qui vient réparer la colline, donc, et avec un théâtre de verdure qui vient vraiment évoquer la morphologie originelle, donc au pied du glacier de la citadelle de Calvi. Et donc effectivement, on a travaillé encore une fois avec des agrégats locaux et des techniques de mise en œuvre des bétons pour avoir une matière qui raconte le paysage plus qu'elle ne s'impose à lui. Voilà les tests qu'on a fait. D'autres tests qui ont été pour la réalisation de béton pour un hôtel. Donc on a intégré ici encore une fois les agrégats locaux. On y a intégré aussi des éclats de terre cuite. Alors les éclats de terre cuite nous ont permis plusieurs choses. Ils nous ont permis de donner une teinte orangée évidemment au béton, mais ils nous ont permis aussi d'évoquer encore une fois des méthodes de construction traditionnelles qu'on a pu voir dans la région et au sein desquelles on voyait que c'était commun de venir caler des pierres dans des murs avec des morceaux de tuiles cassés, etc. Et donc vraiment les constructions vernaculaires du lieu, elles avaient vraiment cette présence de terre cuite qu'on a essayé de réinterpréter dans ce béton-là. Une autre tentative donc de béton sec, qui est à peu près la même technique qu'on a mis en œuvre, donc ça c'est un projet qui est en cours aussi. On a utilisé vraiment la terre extraite sur place. Donc finalement, donc là, cette matière, évidemment, elle nous est chère, mais elle ne va pas sans le reste des thématiques que j'ai introduit au début. Donc évidemment, l'ancrage et la relation au sol de l'ensemble des bâtiments, qui est pour nous, encore une fois, non seulement, on va dire, une piste de réflexion, mais qui est aussi la manière de s'inscrire dans cette continuité historique de tout ce qui nous a précédés. La réinterprétation des éléments architectoniques aussi. Donc on a cette volonté à chaque fois de nouer un lien avec les éléments architectoniques anciens, architecturaux anciens, et donc on réinterroge à chaque fois vraiment la manière contemporaine que l'on a de répondre aux exigences que les matériaux locaux ne peuvent plus nous donner, comme par exemple des linteaux en pierre qu'on remplace par des linteaux béton aujourd'hui, mais qui en fin de compte sont une autre manière de raconter la minéralité d'un lieu. La réinterprétation typomorphologique aussi, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans notre travail. On essaie, encore une fois, dans ce souci de légitimer une construction dans un paysage, et bien d'évoquer des choses qui paraissent presque déjà là et que les gens vont appréhender comme familiers. Et enfin, le dernier projet, qui est encore une fois un tout petit projet, mais qui est peut-être celui dont on est le plus fier, c'est le projet de notre agence qu'on a construit donc à Corté. C'est un projet qui s'inscrit dans un petit village de bergerie. En fait, on a des typologies, toutes les typologies voisines sont celles-ci qu'on a à côté. Et en fait, on s'est servi d'une ruine, donc de pierres qui étaient tombées par terre, pour reconstruire en fait la totalité de notre bergerie, qui est aujourd'hui une agence, évidemment en y intégrant des données contemporaines qui sont indispensables déjà à l'exercice de notre métier, mais aussi voilà, à la qualité d'habiter de cette maison. Merci beaucoup.